Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, Vidéo comme d'hab pour revenir sur nos derniers matchs, les dernières actus, parce qu'il s'est passé pas mal de petits trucs là sur les derniers jours. À commencer par ce match vendredi soir contre Portland. Et dans la dernière vidéo, j'avais dit il va falloir se méfier de cette équipe. Plein d'absents, mais ils ont encore un mini enjeu et surtout, tout le temps, ils sont à fond, ils se donnent, ils vont nous bousculer, ils vont nous gonfler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ouais, parce qu'ils avaient encore une mini chance à ce moment-là de revenir à l'ouest et de se qualifier pour le play-in. Et ils nous ont vraiment bousculé toute la soirée. On a gagné ce match, mais il a fallu attendre la fin. On s'est mis en difficulté tout seul. Et ça a été parfois assez pénible en fait. Et ce qui a été un élément qui m'a vraiment gonflé dans ce match-là, c'est les rebonds offensifs. Euh, Tout le match, ça a été un problème. Entre, d'un côté, l'énorme énergie que Portland a mis à ce niveau-là pour voilà, récupérer un maximum de secondes chances et en profiter le plus possible. Et nous, de notre côté, défensivement, malgré nos bons résultats dernièrement, défensivement, ça reste compliqué. Hein. C'est pas un secteur dans lequel on a particulièrement brillé et clairement pas sur l'ensemble d'un match. Euh, et surtout, on a un mal incroyable à faire un box-out, comme si on était mais juste infoutu de faire ça. Ça a donné un match où Portland a quand même pris 19 rebonds offensifs, hein, dont 7 de Donovan Clingan et 6 de Denis Avdija, alors qu'il leur manquait des mecs comme DeAndre Ayton, comme Jeremy Grant et plein d'autres gars comme Scoot Anderson, Anthony Simmons, Toumani Camara, etc. Je veux dire, leur secteur intérieur, il leur manquait du monde, et malgré ça, ils se pointent chez toi et ils prennent 19 rebonds offensifs. Et ça m'a gonflé. C'est vraiment un truc tout le long du match qui m'a vraiment gonflé sur ce match-là. Mais même offensivement, en fait, parce que défensivement, on a nos lacunes, etc. Bon, on se fait exploiter. Mais même offensivement, en ce moment, on joue pas notre meilleur basket, clairement. C'est pas les séquences les plus fluides, etc. Hein. Il y a eu des périodes dans ce match-là où on enchaînait des pertes de balles dans tous les sens, sur jeu placé, quand t'as personne qui bouge, t'as aucune solution, tu forces des shoots, tu prends des tirs parfois, mais dégueulasses. Et pas que Josh Giddey, hein, parce que Josh Giddey, c'est vrai que depuis son buzzer beater contre les Lakers, il a enchaîné des matchs où il fait ses stats, il prend plein de bourbons, il fait plein de bonnes passes, mais tu as aussi 4, 5, 6 ballons perdus, une adresse qui est en dessous des 40% parce qu'il va prendre des shoots absolument dégueulasses. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là, parce qu'il fait un triple-double, mais il y a des choix parfois qui sont affreux. Euh, et puis tu as des périodes dans ce match-là où, genre, quand Kobe White est sur le banc dans le deuxième quart-temps, ou même dans le quatrième quart-temps, où tu as 3, 4, 5 minutes, parfois même 6 minutes, tu mets pas un point. Tu trouves pas un bon shoot. Euh, Tu te prends des runs et tu relances l'équipe adverse. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce match-là, où voilà, on a relancé Portland un peu nous-mêmes, quoi, parce qu'on n'a pas été foutu de se mettre à l'abri plutôt que ça, quoi. Donc on gagne 118-113 et on s'en sort très bien parce qu'on n'a pas suffisamment pris cette équipe au sérieux, pour moi. Et ils ont exploité nos faiblesses, ils sont passés proches de nous le faire payer très très cher, quoi. Donc tu as quelques perfs individuels sympas, mais collectivement on a quand même galéré à vraiment euh, assurer la victoire plus tôt. On aurait pu et on aurait dû gagner ce match avant d'attendre les 3-4 dernières minutes et faire quelques plays intéressants, mais sinon, enfin voilà, c'est comme ça. Au moins, on a assuré l'essentiel, on a gagné ce match-là. Matas Boutzelis qui signe le premier double-double de sa carrière, 12 points, 12 rebonds. Et surtout, il va rentrer un gros panier à 3 points dans les dernières minutes du match qui va aider à faire pencher la balance de notre côté. Sachant que la minute précédente, dans l'autre corner, il a tenté un 3 points qui est fait airball. Donc voilà, ça montre sa confiance à lui déjà de prendre ce même shoot la minute suivante en se disant j'ai airball le dernier, mais tant pis, ça ne doit pas influencer mon prochain shoot. Et celui-ci, il fait ficelle. Et ça montre aussi la confiance que le coaching staff a en lui de le laisser sur le parquet pour les dernières minutes du match euh, de, de- et de voir qu'il a des shoots ouverts, qu'il les prend en confiance, etc. Donc il a fait un match intéressant sur ce match-là. Donc c'est dans la lignée de sa progression actuelle, même si c'est vrai que dernièrement, bon voilà, il y avait des passages pas forcément top top, mais sur ce match-là, il était plus que correct, autant défensivement qu'offensivement. Donc, et puis voilà, ce panier clutch qui vient valider tout ça, donc c'est plutôt intéressant de sa part.
Josh Giddey, comme je disais, il termine en triple-double, avec notamment 19 rebonds, ce qui est son record en carrière, mais 4 sur 13 au shoot. Des flotteurs dégueulasses, des drives où il se prend des bâches, et quelques balles perdues. Enfin voilà, c'est grossier, quoi. Il envoie des balles n'importe où, tu vois tout de suite qu'il n'y a aucune chance que ça arrive à destination, et, et, et- et ça crée des transitions pour l'équipe adverse, quoi. Donc, ouais, il y a du bien et du moins bien de la part de Josh Giddey dernièrement. Il a eu une grosse période qui s'est un peu terminée, on va dire, sur ce buzzer beater face aux Lakers. Et depuis, ses prestations sont un peu plus en dents de scie. Ou dans le même match, il va être capable de rentrer des gros shoots et puis envoyer des flotteurs dégueulasses qui vont toucher la planche, le cercle 3 fois et puis ressortir, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et puis sa défense est peut-être un peu moins impactante aussi. Mais c'est vrai que là, dernièrement, tout le monde en défense, on est quand même pas hyper euh, impactant, on va dire ça comme ça. Kobe White, au contraire de Josh Giddey, que des bons choix, tout en maîtrise, super efficace. Tu vois, c'est le jour et la nuit. 31 points, 9 sur 16 au shoot, 11 sur 12 au lancer, avec énormément de drive incisif et agressif. 5 rebonds, 7 passes décisives. Il a été, encore une fois, voilà, on l'a dit, hein, c'est le patron. Il a été au top. Depuis le banc, on a eu de bonnes minutes de la part de Talen Horton-Tucker qui met 13 points à 4 sur 5. Lui, pareil, dès qu'il est là, hop, j'attaque le cercle, j'attaque le cercle. Euh, je ressors jamais un ballon, j'y vais, hein, j'attaque le cercle. Ma foi, ça a marché, il a mis ses points, il a été actif. Zach Collins aussi a fait des bonnes choses, j'ai trouvé, face à son ancienne équipe de Portland. Donc, euh, voilà, il y a eu des bonnes petites perfs comme ça, individuelles, intéressantes, mais c'est un match que, voilà, on s'est mis en difficulté tout seul trop longtemps et on aurait dû gagner ce match plus facilement. Et ça va être la même chose quand on va parler du match contre Charlotte. Mais entre ces deux matchs, entre Portland et le match à Charlotte dimanche, il y a eu l'annonce que Billy Donovan va rentrer au Hall of Fame du basketball. Donc ça va être la cérémonie qui va avoir lieu en septembre dans le Connecticut, où il y a Carmelo Anthony qui avait déjà été annoncé il y a quelques jours, qui était un joueur des Bulls pendant à peu près 1 heure. Il y a aussi Dwight Howard, il y a des légendes de la WNBA comme Sue Bird, comme Maya Moore et l'ancienne joueuse du Chicago Sky notamment Sylvia Fowles. Euh, et donc voilà, Billy Donovan va faire partie de la promo 2025 des personnes qui vont rentrer au Hall of Fame. Et c'est mérité pour l'ensemble de son œuvre en fait, parce que quand on dit le Hall of Fame, c'est pas le Hall of Fame NBA, c'est pas juste la NBA, c'est le Hall of Fame du basketball. Donc tout est pris en compte, la carrière de joueur de Billy Donovan, surtout à l'université, hein, parce que sa carrière NBA, bon, elle n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, le mec a quand même gagné 2 championnats avec Florida, qui en plus a gagné le titre NCAA cette nuit. Donc ils ont gagné un nouveau titre universitaire cette nuit, les Florida Gators. Mais voilà, Billy Donovan avec Joakim Noah, avec Al Horford, etc. On avait gagné 2 au milieu des années 2000. Donc ça compte énormément dans son dossier, parce que voilà, aux US, les titres universitaires, ça a quand même une portée assez dingue. Et puis voilà, c'est pas comme si tu les avais gagnés avec Duke, avec North Carolina. C'est pas une petite fac, Florida, mais c'est quand même pas le même prestige que les méga universités américaines comme Duke, etc. Donc, euh, aller gagner 2 titres consécutifs avec cette université-là, c'est pas anodin et ça compte énormément dans son dossier. Et puis, voilà, il y a énormément de critiques et de réserves sur Billy Donovan et son coaching en NBA. C'est vrai que c'est toujours un sujet un peu clivant quand tu parles de Billy Donovan et de ce qu'il apporte en tant que coach. Et forcément, il a des défauts. Tous les coachs ont des défauts. Aucun coach n'est parfait. Ils ont tous des petits trucs, voilà. Tu peux pointer du doigt certains trucs. Et ce qui revient le plus souvent, c'est son absence de réaction et d'adaptation pendant les matchs, où il voit des trucs se passer et puis bah, il fait pas grand chose. Ou il le fait, mais genre 2 quarts temps plus tard, tu vois, c'est parfois un peu. Mais voilà, après, tu peux pas dire non plus à cause de ça que c'est pas un bon coach, quoi. Il a quand même fait des trucs. Il a été coach de l'année dans sa dernière saison à OKC avant d'arriver aux Bulls. Il a quand même mené OKC en finale de conférence. Alors oui, ils menaient 3-1 et puis se sont fait sortir. Et ça reste toujours. Mais enfin voilà, c'est arrivé à plein d'autres coachs aussi, hein, Tyronn Lue, Doc Rivers, etc. Enfin bref. Tyronn Lue, je suis pas sûr, là, il me semble. Enfin bref.
Il y a plein de coachs comme ça où tu vas noter les trucs négatifs et puis les trucs positifs, pas trop. Alors qu'en fait, bon, bah voilà, il y a quand même des trucs où Billy Donovan, tu peux dire, voilà, ça, il a fait ça, il a quand même, voilà. Quand il était au OKC, il était régulièrement dans les meilleures défenses de la ligue. Euh, Là, à Chicago, il y a un truc que tu peux pas lui reprocher depuis qu'il est à Chicago, c'est d'être enfermé dans un système de jeu particulier et de jamais en bouger et d'être têtu, etc. Parce que bah, il a une de ses grandes forces à Billy Donovan, c'est quand même tu lui donnes un roster, peu importe le 1, et il va dire, ok, la principale force de ce roster, c'est ça, donc on va jouer comme ça. Tu vois, il va s'adapter lui. Il va pas dire, moi je veux qu'on joue comme ça et voilà. Non, on te donne tel joueur, tel joueur, tel joueur. Ok, bon, bah, je m'adapte. On avait démarré DeRozan pendant 3 ans. On était le pire pace de la ligue, l'équipe qui jouait le plus lentement, parce qu'il fallait, voilà, pour mettre DeRozan dans la meilleure disposition pour scorer, apporter le plus possible à l'équipe. Parce que sinon, si DeRozan, tu joues à fond la caisse, il va apporter, mais beaucoup moins. Parce que voilà, lui, il est mieux sur voilà, jouer en ISO, jouer sur des possessions plus lentes, etc. DeRozan part, et on est passé du pire pace de la ligue mais directement. Ça n'a pas pris 3 mois, 4 mois, 5 mois d'adaptation. Dès le début de la saison, on était premier au pace de la ligue. Là, on est deuxième et on n'est jamais descendu plus bas de troisième. Toute la saison dans le top 3, on met au plus gros pace de la ligue. On joue à 200 à l'heure, ça va à fond, on prend beaucoup plus de 3 points, etc. Et c'est pas si facile que ça de passer d'un extrême à l'autre, mais vraiment d'un extrême à l'autre. On est passé de dernier à premier quand même. C'est pas comme si on était 23e et puis on est passé 7e. Non, non, d'un extrême à l'autre, en si peu de temps, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Et puis Donovan, c'est un formateur dans l'âme. Je pense qu'il kiffe en fait, qu'il kiffe coacher ce groupe-là avec plein de jeunes à développer, à faire grimper. Alors même si voilà, on peut toujours gueuler un peu sur le manque de minutes de Matas Bouzelis, notamment en début de saison, maintenant de Julian Phillips ou de Dalen Terry. Mais il y a un équilibre à trouver entre je veux gagner un max de match et il faut développer nos jeunes. Et bah, forcément, parfois c'est un peu contradictoire parce que tu pourrais dire ouais, je vais donner 30 minutes tous les soirs à Phillips, à Terry, à Matas, ça va pas te garantir de gagner des matchs. Et puis bah, si tu veux gagner des matchs, voilà, il y a des fois certaines situations de match où tu dis bon bah là, je préfère pas qu'il y ait un rookie sur le parquet ou un gars qui a pas beaucoup d'expérience, je préfère mettre voilà, un type qui sait ce qu'il va faire quoi. Je préfère mettre un Kevin Porter qu'un Dalen Terry, tu vois. Donc voilà, mais de toute façon, je pense que c'est un coach qui est très porté sur ça, sur le développement des joueurs. Et il suffit de voir ce que Kobe White a dit sur Billy Donovan quand il y a eu l'annonce de sa nomination pour le Hall of Fame. J'ai posté cette quote de Kobe White dans l'article du lundi, que je mets tous les lundis en ligne, le baromètre des Bulls. Je vais vous la citer. Et voilà, ça montre très bien ce que les joueurs de l'intérieur voient, pensent de Billy Donovan quand ils sont coachés par lui voilà, au quotidien, quoi. Donc, Kobe White, quote: il n'y a qu'un groupe très restreint de personnes dans le monde et dans ce sport qui sont choisis pour entrer au Hall of Fame, donc c'est un énorme accomplissement. Je le regardais déjà quand il était à Florida. Pour moi, c'est un moment très spécial pour quelqu'un de très spécial qui a impacté la vie hors parquet de chaque joueur dans ce vestiaire. On voulait fêter ça parce que, comme je l'ai dit, ça n'arrive pas à beaucoup de personnes et il le mérite totalement. C'est un super coach et une meilleure personne. Apprendre à le connaître sur les 5-6 dernières années m'a énormément aidé en tant que joueur, mais aussi en tant que personne et que leader. Il continue à me pousser chaque jour et je ne peux pas assez le remercier pour ce qu'il a fait pour ma carrière. C'est un honneur d'être dirigé par un coach membre du Hall of Fame. Alors ouais, euh, c'est sûr que si tu dis ouais, c'est pas un coach avec lequel tu vas chercher un titre, oui, 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 d'accord, d'accord. Mais est-ce que les Bulls cherchent vraiment à aller chercher un titre? Bah non, donc voilà. Au final, c'est un mec qui apporte quand même une certaine cohésion dans ce groupe, un players coach, comme ils disent, hein, qui est vraiment du côté des joueurs, qui les câline, qui va pas aller les défoncer devant les médias s'il y a un mauvais match ou une mauvaise performance. Tu vois, les critiques, voilà, il va glisser un petit truc par-ci par-là, mais c'est jamais trop hardcore. Tu vois. DeRozan, quand il était là, il disait qu'il adorait jouer pour Billy Donovan. Donc voilà, c'est sûr que quand tu regardes juste le bilan victoire-défaite, les résultats, etc. Oui, bah ouais, ouais, les Bulls ont été qu'une fois en playoff avec Billy Donovan dans sa 5e année de coaching. Les 5 années d'avant, on n'a pas été en playoff non plus, hein, ou une fois avec Fred Hoiberg, donc voilà. Donc
Ça vient pas de lui. Ça, c'est un problème de franchise. Ça, que les Bulls n'aillent pas en playoff régulièrement, c'est pas le problème de Billy Donovan. Enfin, en tout cas, c'est pas Donovan le problème. Ça vient de plus haut. Donc voilà. Mais voilà, je pense que parfois il y a des critiques qui sont un peu trop poussées, un peu trop extrêmes. Tu vois, en fait, tu as l'impression qu'en NBA, aussi bien les joueurs que les coachs, c'est soit ils sont très très bons, soit ils sont nuls à chier. Mais t'as jamais de juste milieu. Billy Donovan, il est quand même un peu plus dans le milieu que vraiment nul à chier, sert à rien à part mâcher son chewing-gum sur le bord du parquet et rien foutre. Ça, c'est des trucs qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et enfin, bon, voilà, ça reste sur les réseaux parce que voilà, on sait ce que c'est les réseaux, faut pas trop y prendre au sérieux non plus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, Billy Donovan, ça reste quand même un coach avec une certaine réputation, avec certaines idées, et je pense vraiment pas qu'il est dans les 10 pires coachs de la ligue. Il n'est pas dans les 10 meilleurs, mais il est clairement pas dans les 10 pires non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est, on est une équipe de milieu de tableau avec peut-être un coach de milieu de tableau, si tu veux dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà, il a ses défauts, il a des qualités aussi, donc il faut aussi en parler et faire la balance de tout ça, quoi. Mais clairement, le plus gros problème des Bulls à l'heure actuelle, c'est pas Billy Donovan. Ça vient de au-dessus, bien au-dessus. Bref, donc il y a eu cette annonce le samedi. Et le dimanche, on était à Charlotte dans un match ben voilà, à 19h en France, donc c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, dimanche prochain, on termine la saison régulière à Philadelphie, pareil, match à 19h. Et donc, Charlotte, comme Portland, énormément d'absents. LaMelo Ball, Miller, Williams, Mann, etc. Enfin, ils avaient une liste d'absents longue comme le bras. Sauf que eux, au contraire des Blazers, ils étaient en vacances depuis un moment. Ils s'en battent les couilles, ils jouent la loterie, ils attendent que ça et c'est terminé, quoi. Et donc, bah, honnêtement, j'espérais, je me disais avant le match, il faut qu'on se mette à l'abri tout de suite, qu'on les poutre, qu'on aille là-bas, qu'on gagne, qu'on mène de 30 points à la pause et que voilà, on leur laisse aucune chance. Alors effectivement, on a mené de 20 points à la pause. Et par contre, enfin, on aurait pu vraiment foutre ce match, voilà, se mettre à l'abri et terminer ce match bien avant ça en fait. Euh, mais le problème, c'est qu'on a encore une fois démarré les matchs très mollement, que ce soit au premier quart, au troisième quart, on a démarré avec très peu d'énergie. On défend quasiment pas, on concède des points près du cercle, on n'est pas attentif. Le premier quart, on shoot à 62%. Non, on shoot à 57% et à 62% à la mi-temps, mais on shoot à 57% dans le premier quart-temps et on mène que d'un point. Parce que, voilà, on laisse des espaces, on laisse Charlotte aller au cercle, mettre des lay-ups, on se disperse défensivement, on laisse les types passer. Tu vois, on met pas de physique, on met pas d'intensité, rien, tu vois. Euh, dans le deuxième quart, on va être plus énergique à ce niveau-là. Et puis c'est Kobe White surtout qui va nous lancer offensivement. Il va prendre le contrôle des opérations. Il met son premier panier à 2 secondes de la fin du premier quart-temps. Et derrière, il en met 18 dans le deuxième quart. 18 des 46 points des Bulls dans le deuxième quart. Et c'est vraiment là qu'on va prendre notre grosse avance. Et on va mener de 20 points à la pause. 75-55. Gros deuxième quart-temps avec Kobe White qui enchaîne les bombes de loin. Des drives où il ressort la balle, où il trouve des super passes pour Vooch, pour d'autres joueurs. Et aussi un Patrick Williams plutôt intéressant qui va faire des bons drives, qui va être agressif, qui va prendre des rebonds. Patrick Williams qui est dans sa Caroline du Nord natale, peut-être que voilà, ça l'a boosté un petit peu plus. Même si on va pas trop le voir en deuxième mi-temps hein, quand même. C'est pas non plus, il a pas fait un match exceptionnel. Hein. Je crois qu'il finit avec 13 points, 5 rebonds. Donc voilà, c'est pas non plus. Voilà. Mais bref, la première mi-temps, il a fait des entrées intéressantes et il a fait le taf. Mais voilà, encore une fois, on revient au troisième quart-temps, on dort, on laisse Charlotte revenir dans le match, alors que là, tu te dis, tu mènes de 20 points à la pause, les Hornets, ils sont décimés, ils s'en battent les couilles du match, ils attendent que la loterie et la draft enfoncent le clou. Si tu reviens dans les 5-6 premières minutes du troisième quart-temps et que tu augmentes ton avance à plus 30-35, après, t'es tranquille. Et ben là, non. Au contraire, Charlotte revient à 12, à 10 points, parce que voilà, t'es mou, tu fais pas les efforts défensifs, tu fais pas de contest, etc. Et du coup, et ben, au lieu de les mettre dans le rétro et de reposer tes titulaires, et ben, tu dois continuer à cravacher pour t'assurer qu'ils reviennent pas encore plus près et que tu te fasses pas peur inutilement dans la fin de match, quoi. Donc, voilà, quoi. Au final,
tu vas quand même gagner ce match-là. Euh, mais alors que les Hornets, ils montrent quand même pas grand-chose, tu les relances toi-même parce que tu dors en défense, etc., quoi. Il faut attendre voilà, les 5 dernières minutes du match avec Kobe White encore, avec Josh Giddey qui vont multiplier les bons plays pour assurer le truc. Au final, tu t'imposes de 14 points, 131-117. Mais et avec dans les dernières minutes, tu fais rentrer voilà, les two-way avec notamment Emmanuel Miller qui va inscrire ses premiers points en NBA avec un dunk et deux lancers francs. Mais tu aurais pu et tu aurais dû te mettre à l'abri plutôt que ça dans ce match-là, quoi. Voilà, le taf est fait, tu as assuré la victoire, ok. Mais voilà, il y a quand même. Peut-être qu'on n'en est pas capable, hein. Peut-être qu'on n'est pas capable défensivement de faire ce qu'il faut pour s'assurer que Charlotte ne revienne pas dans ce match. Mais c'est quand même grave quand tu te veux ambitieux et que tu veux faire des trucs intéressants dans le play-in, quoi. Donc voilà, si tu n'arrives pas à le faire contre les Hornets qui cherchent pas franchement à faire grand-chose, qu'est-ce que ça va être quand on va affronter Miami ou peut-être Atlanta ou Orlando en play-in, quoi. Là, va falloir quand même montrer autre chose parce que sinon, ça va être très très court l'aventure play-in, hein. Mais bon, bref. Sur ce match-là, Charlotte, Kobe, régional de l'étape aussi, comme Patrick Williams, qui termine avec 37 points à 12 sur 16 au shoot, 6 sur 8 à 3 points, 7 sur 7 au lancer, 5 passes décisives, donc encore une fois extraordinaire. Il a pris les commandes du match dans le deuxième quart-temps et derrière il a déroulé. Josh Giddey, 15 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. Quelques shoots, encore une fois, pas hyper bien. Hein, il va au cercle, il se prend des bâches. Il y a quelques ballons perdus. Voilà, c'est quand même pas toujours ultra précis et limpide ce qu'il fait. Mais enfin, bref. Terry a eu des bons passages, notamment en première mi-temps. Il y en a d'autres dans le troisième quart-temps où il a été catastrophique avec des passes en tribune, avec des shoots pas terribles. Donc voilà, il a alterné un peu le chaud et le froid. Vucevic qui signe son 201e double-double chez les Bulls. Et ça le fait passer deuxième all-time dans la franchise. Il dépasse Scottie Pippen. Et maintenant, seul Artis Gilmore en a plus que lui, mais il en a 288. Donc ça va être compliqué à aller le chercher pour Vucevic. Mais bref. Et donc, euh, avec cette victoire à Charlotte, et le soir même, il y a eu. C'est Atlanta. Atlanta qui a gagné un match contre Utah. Et donc, après le match de dimanche, toutes les équipes concernées pour ce play-in, Orlando, Atlanta, Chicago et Miami, avaient toutes joué 78 matchs et avec la dernière semaine de saison régulière qui reste, 4 matchs pour chaque équipe, avec certaines confrontations directes, etc. Mais ça donnait à ce moment-là, au lundi matin, 38-40 pour Orlando qui était donc 7e, 37-41 pour Atlanta qui est 8e, 36-42 pour Chicago 9e et 35-43 Miami 10e. Donc hyper serré. Toutes les équipes sont à une victoire les unes des autres. Enfin, c'est hyper serré. La nuit dernière, lundi soir, Miami a battu les Sixers pour se rapprocher un petit peu des Bulls à 0,5 victoire. Avec en vue la confrontation de mercredi au United Center, les Bulls contre le Heat. Et les Bulls ont l'air d'avoir choisi ce match-là, d'avoir mis la priorité sur ce match-là aux dépens du match de ce soir à Cleveland parce qu'ils ont décidé de laisser Kobe White au repos pour ce soir à Cleveland. Et personnellement, j'ai un peu de mal avec cette décision, surtout quand toute la saison, on t'a bassiné avec on joue pour l'intégrité de la compétition, on veut gagner tous les matchs, etc. Mais ce soir, pas de Kobe White à Cleveland, juste parce que bah voilà, il n'est pas blessé, mais on le met au repos on met la priorité sur le match de mercredi à domicile contre Miami. Et enfin, je sais pas, cette décision me gonfle un peu en plus. Sachant qu'en plus les Cavs n'auront pas Donovan Mitchell qui s'est tordu la cheville là il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche, tordu la cheville gauche. Il est absent pour le match de ce soir. C'est le seul absent côté Cavs, hein. Ils auront quand même encore du beau monde à mettre en face et ils luttent encore pour espérer finir avec le meilleur bilan de toute la ligue parce que OKC a perdu ce week-end aussi. Bon, les Cavs aussi ont perdu justement quand Donovan Mitchell s'est blessé, mais ils ont encore une infime chance de finir avec le meilleur bilan de la ligue et éventuellement en finale contre OKC, ça leur donnerait l'avantage du terrain. Mais là, ouais, je suis pas fan de ce calcul. Je suis pas fan de ce calcul du fait de reposer les gars ce soir et aborder du mieux possible le match de demain. Parce qu'en gros, tu cherches à rester devant Miami et rester 9e. Et tu cherches pas potentiellement à aller plus haut, à aller chercher une 8e place éventuellement euh, pour,
Pourquoi elle t'intéresse pas la 8e place? C'est pas plus simple? 8e, tu as besoin de gagner qu'un match, même s'il est à l'extérieur, et tu es en play-in, t'es en play-off. 9e, même si tu gagnes le match contre Miami, il faut encore que tu en gagnes un autre pour aller en play-off. Sauf que le match, si tu es 9e, il est à domicile. Est-ce que c'est un calcul qui est fait comme ça? Parce qu'il y a déjà des mauvaises langues pour dire, c'est Jerry Ransdorf qui a dit hey, il faut qu'on ait un match au United Center pour voilà, vendre des places, ramener de la thune, etc., billetterie, etc. Que ce soit vrai ou pas, j'aime pas ce calcul. J'aime pas du tout ce calcul. Parce que franchement, si tu arrives à grimper 8e, et tu te mets, plus t'es mieux t'es placé, et plus facile ton parcours pour aller en play-in. Si tu es 10e, tu as 2 matchs à l'extérieur et tu dois en gagner 2. Si tu es 9e, tu as un match à domicile, mais si tu le gagnes, tu as encore un autre match à gagner, comme on a fait les 2 dernières années. Surtout l'an dernier, on était 9e. Il y a 2 ans, on était 10e. Là, tu es 8e. Si tu gagnes ce match pour la 7e place, tu vas en playoff. Si tu le perds, tu as encore une chance pour gagner un match, mais tu as besoin de gagner qu'un match en deux chances. Si tu es 7e, tu gagnes, boum, c'est parti. Moi, je comprends pas le calcul. Je comprends vraiment pas ce calcul. On devrait essayer de finir le plus haut possible, parce que ça reste possible. C'est pas comme si on n'avait aucune chance de finir 8e. Atlanta, ils sont juste une victoire devant nous. Et cette nuit, il y a Orlando-Atlanta. Donc, pas simple pour eux, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Sachant aussi que Kevin Huerter va louper ce match-là, il a des douleurs au cervical. Et Josh Giddey et Vucevic sont annoncés questionable pour des petits soucis, des petits bobos. Mais s'ils jouent pas ce soir, c'est pas grave, quoi. Parce qu'il faut garder tout le monde propre, prêt, frais pour demain contre Miami. Donc, écoute, ma foi, c'est le calcul qui est fait. On verra à la sortie de ce back-to-back si ça aura été un calcul payant. Comment on sera au niveau du classement jeudi matin, enfin mercredi soir, jeudi matin, après ce back-to-back. Et puis, sachant que les 2 derniers matchs, on recevra Washington vendredi et on se déplace à Philadelphie dimanche. Donc 2 équipes qui sont, mais alors, en vacances de chez vacances, qui s'en battent complètement les rouleaux. Euh, on va voir si ce calcul va être le bon pour les Bulls. Mais honnêtement, je préférais quand même finir 8e que 9e. Mais bon, apparemment, les Bulls préfèrent finir 9e. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, toute la saison, les Bulls, ils ont fait exactement l'inverse de ce que la fanbase attendait depuis le début. Donc, ma foi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Bref, on va voir ça, ce que ça va donner à Cleveland. Parce que ça peut très bien finir comme à OKC il y a une dizaine de jours et on va se faire mais absolument détruire. Mais on a battu Cleveland cette saison. On est allé gagner à Boston. On a un bilan à l'extérieur qui est positif. Avec la victoire à Charlotte, on est à 20-19 à l'extérieur. Moi, je sais pas, il y a un coup à jouer peut-être. Peut-être qu'on va prendre 30 points, peut-être qu'on va se faire défoncer. Mais le fait d'y aller en se disant déjà que on va pas tout donner dans ce match-là, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc voilà. On va voir. On va voir. Et on se retrouve après ce back-to-back qui commence ce soir à Cleveland, hein, où personne ne va en vacances, hein, clairement. Hein, merci Joachim. Mais apparemment, les Bulls ont l'air de se dire on va y aller un petit peu en vacances quand même, mine de rien, et ça me gonfle. Donc voilà. On se retrouve après ce back-to-back Cleveland-Miami en espérant que les Bulls auront fait le bon calcul et que d'ici là, en termes de classement, on soit un peu plus fixé sur la place qu'on aura la semaine prochaine pour le play-in. Donc voilà, on se retrouve ouais, vendredi, vidéo vendredi je pense, avant ou jeudi, on verra en fonction du temps que j'ai, pour débriefer ce back-to-back, voir faire un point sur le classement et les matchs qui restent pour tout le monde, voir s'il y a moyen de grimper et voilà, faire un petit peu un état des lieux. Et puis si un jour on récupère Lonzo Ball, si un jour on récupère Trey Jones, ben, on verra bien. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien comme d'hab et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.